Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, je vous ramène encore dans la cave à musique. On va prendre un petit peu un chemin détourné pour vous raconter encore plein de souvenirs avec des albums merveilleux qui ont marqué ma vie musicale. Et évidemment, la musique, ça se partage. Donc, on part là-dessus tous ensemble tout de suite. Et oui, vous avez vraiment bien aimé le premier épisode sur mes albums favoris. Un petit peu, je descends, je vais dans mon armoire, dans ma bibliothèque et je choisis des disques, des vinyles qui m'ont vraiment marqué et dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Bah, ce matin, on n'a pas échappé à la règle. Pour le petit deuxième épisode, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'on va la reprendre aujourd'hui? Et quand je suis allé rentrer, je suis oh oui, celui-là! Oh, ça m'a même été un petit peu dur. J'ai dû en reposer quelques-uns parce que sinon, on va encore faire des vidéos de 2 heures et on va se faire taper sur les doigts. Donc voilà, on va se faire un petit épisode. Là, j'ai sélectionné 5 albums. Pareil, on a un peu varié les styles. On a du rock, on a du black metal, on a du prog, on a un petit peu de tout. Pareil, je vois au niveau. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mis les dates. Vous savez que le tonton, autant il parle et il n'écrit jamais ses vidéos, autant par contre, quand il est question de date, alors là, là il lui faut un petit pense-bête. Merci encore donc pour votre accueil pour les dernières vidéos. Franchement, ça fait plaisir de voir que maintenant régulièrement on dépasse les 10 000 vues doux, ça fait super plaisir. On a aussi dépassé les 1600 abonnés, je crois 1630 ou quelque chose comme ça. Alors si vous l'êtes pas encore, venez nous rejoindre, ça fait toujours plaisir d'être un petit peu plus nombreux, ça permet de bâtir cette petite communauté, hein. C'est chouette maintenant d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui m'envoient des MP pour avoir des précisions sur un truc, ou même donner leur avis sur le matos que je teste, ou donner même, pourquoi pas, des idées de futures vidéos. Voilà, ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait maintenant aussi la fonction boost. Si vous voulez donner quelques points, précieux points, avec votre téléphone sur les vidéos du tonton, ce sera avec grand plaisir. Ça permet, nous d'avoir une meilleure visibilité. Et puis, bah, comme ça, on fait des petits partenariats sympas. Là, ouais, mon petit doigt me dit qu'il y a quelques partenariats très très cool avec des marques françaises qui arrivent. Et bah, qu'est-ce qui fait le plus plaisir que ça, quoi, de voir que maintenant on peut donner un coup de main à des artisans, à des marques qui se bougent pour arriver à s'en sortir et à nous proposer du matos et tout, toujours de meilleure qualité. Voilà, ça fait plaisir. Bon, je vais pas digresser plus longtemps. Vous savez très bien que c'est faux. Et on va commencer cette petite sélection. Vous avez vu aussi, j'ai sorti aussi un deuxième concept. N'hésitez pas à me dire si vous aviez aimé le segment underrated avec des groupes beaucoup moins connus. Parce que là encore, ça va être assez mainstream. Même si j'ai été chercher quand même des petits albums dont on n'entend pas parler tous les jours. Il est un petit peu moins mainstream que le premier épisode. N'hésitez pas à dire si vous voulez vraiment limite des épisodes avec des albums obscurs que j'aurais été recherché et tout. J'ai un petit peu de tout dans ma collection. C'est vrai que c'est pas, je pense pas toujours à tout. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre. Encore une fois, il faut que ce soit un peu interactif, sinon c'est un petit peu moins drôle quand même. Mon premier album coup de cœur, alors celui-là, ceux qui viennent à la maison l'ont déjà entendu en long, en large et en travers parce que c'est vraiment un de mes albums fétiches. Ce qui me fait assez rire, c'est que c'est un album qui était super décrié à sa sortie. Donc on va parler de Steven Tyler, Somebody from Somewhere. Il date de 2016, ça va être aujourd'hui l'album le plus récent qu'on va traiter, si je puis dire. Ça aurait été très facile de vous prendre un petit album d'Aerosmith, parce que j'adore Aerosmith, et bon, je suppose que je suis pas le seul. Euh, Tyler a vraiment une signature vocale incroyable, un charisme de fou, cette espèce de charisme moitié pirate en mode Johnny Depp, à moitié dandy et en même temps grande gueule et tout. Bon, bah, il a quand même traversé les époques. Il fait, même si bon, maintenant il est retouché, etc., mais il fait vraiment pas son âge. Le gars commence à être un petit peu vieux quand même. Et quand on voit encore les prouesses dont il est capable, bah voilà, à part dire monsieur, de faire un petit coucou de chapeau, bon, il n'y a que du respect à avoir pour lui, je pense. Steven Tyler, comme je disais, vraiment une patte très reconnaissable. Et pourtant, il a attendu 2016 pour faire son premier album solo, quoi. Et je l'ai un peu chopé comme ça par hasard. C'était pas vraiment prévu. À mon avis, il devait être en réduction vu qu'il n'a pas eu des bonnes critiques. C'est aussi un des trucs que je me dis quand des fois je vois des mauvaises critiques. Je me dis, est-ce que je dois vraiment baser mon avis là-dessus? Et je me rappelle toujours que cet album, tout le monde lui a chié dessus quand il est sorti. Je me suis dit, rappelle-toi, c'est un de tes albums préférés et tout le monde l'a détesté. Ah bah voilà, donc fuck it. On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière.
Ce petit album, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand Steven Tyler a déménagé sur Nashville, il s'est vraiment imprégné de la ville, il a vraiment voulu rendre hommage à toutes ses racines. Donc il est des années 60, hein, donc forcément il a adoré tout ce qui était Janis Joplin, etc. Il a suivi les modes et mods. Comme à l'époque, la bagarre un petit peu Beatles, Rolling Stones, etc. Ça a été un fan aussi de blues, de country, etc. Et dans cet album, c'est vraiment un condensé de tout ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est pas vraiment à mettre dans les mêmes rayons que Aerosmith. Pour moi, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus solaire. C'est vraiment, vous allez dire que le tonton il radote, bon, en même temps le tonton il radote, donc voilà. Mais pour moi, c'est un des albums fétiche pour faire un road trip. Des longues routes, évidemment, vous connaissez maintenant aussi l'amour du tonton pour les road trips aux États-Unis sur les rondes. Imaginez-vous, il fait 40 degrés dehors, vous êtes pas loin de la vallée de la mort. Il y a des routes à perte de vue avec quasiment personne, et vous passez cet album, et ben là vous passez un putain de moment, aussi parce que vous avez la clim dans votre voiture, et donc vous arrivez à survivre, ce qui est aussi assez cool. C'est l'été, on crève de chaud, il fait un temps à sucer le Père Noël. Moi, cet album, je le mettrais bien à toutes les sauces, quoi. C'est vraiment, quand vous entendez une chanson comme, d'ailleurs, je veux aussi à chaque fois vous conseiller quelques titres par album, hein, pour que si vous avez envie de pas vous taper l'album en entier, même si franchement je vous le conseille, c'est I Make My Own Sunshine, qui est vraiment pour moi un des titres phares. On sent que il se livre dans cet album, je le trouve vachement plus personnel que certains d'Aerosmith, surtout dans les plus récents. On voit vraiment que l'hommage qu'il avait envie de faire à la musique qu'il aime, tout est vraiment présent. Après, il est aussi assez conscient sur lui-même. La chanson My Worst Enemy, qui est aussi une de mes préférées de l'album. I could blame Jesus, I could blame Mama, I could blame Brahma for all the bullets in my head. I could blame Seagrams for all the whiskey, all the tipsy, but still here on my breath. And ain't that why you left? I'm all alone, tongue-tied and twisted, since I said it ain't you, it's me. And girl, you cried, but I insisted that what could be would never be. But I was wrong. What's wrong with me? I'm my own worst enemy. I could blame it. L'album, ça parle aussi des addictions, etc. Et on sait qu'il en a traversé quelques-unes. Donc c'est aussi chouette de voir ce témoignage à travers la chanson. J'aime beaucoup les accents country qu'il donne, des fois blues. On sait aussi qu'il aime bien jouer de l'harmonica. Bon, il y en a aussi un petit peu dans l'album. C'est vraiment quelque chose qui est chouette. Je pense que ce qui a desservi l'album, c'est peut-être le choix de single, parce qu'ils ont mis Love Is Your Name, qui est un petit peu bateau comme chanson. Elle est sympa, mais c'est pas la meilleure de l'album, donc je pense que les gens ont vite jugé à propos de ça, et c'est dommage qu'il ait eu mauvaise presse, alors que franchement c'est un album qui s'écoute tout seul. Il y a 2 super bonus à la fin qui sont dans l'édition normale, hein, c'est pas une édition particulière, mais encore une fois en mode hommage. Bon, oui, il s'est fait un hommage à lui-même puisqu'il a repris Janis Got a Gun, qui est une chanson d'Aerosmith, mais en version encore un petit peu plus torturée. Pourtant l'histoire est déjà pas très fun de base, mais sur cette version je trouve qu'elle rajoute vraiment une plus-value à l'original, donc pour moi elle a sa place sur l'album. Et alors le dernier qui est vraiment pareil, un sucre, un petit nectar, c'est une reprise de Janis Joplin. Quand je vous disais qu'il était fan, et d'ailleurs il s'est beaucoup inspiré d'elle au niveau style, on sait qu'il a toujours des fringues un peu extravagantes, et c'est un peu Janis qui lui a donné cette envie, et je crois même qu'il a poussé le vice à aller en cherchant les magasins où elle s'habillait. Il y en avait encore quelques-uns qui étaient encore debout, parce que pareil, c'est pas toujours les mêmes époques, et il avait essayé de récupérer des stocks, etc. Enfin, assez fun quoi. Donc voilà, notre petit Steven Tyler. Pour moi, c'est un album rempli de bonheur. Là, pour le coup, c'est un album d'été, j'ai envie de dire, quelque chose où vous avez envie de vous mettre la pêche. Genre, vous vous levez un dimanche matin,
Vous avez envie que ce soit une bonne journée, vous préparez un petit déj sympa, vous en préparez peut-être un pour votre moche parce que vous êtes quelqu'un de sympa, et puis bah c'est l'occasion, vous mettez ça, volume pas trop fort, et puis ça va bercer votre journée, mettez-vous en terrasse, profitez des derniers rayons du soleil, vu que bon bah là ça y est, on est fin août, on va bientôt passer à l'autre saison, surtout si comme moi vous habitez dans le nord, vous savez bien que les bonnes choses ont toujours une fin. Donc voilà, cet album solo de Steven Tyler, moi c'est vraiment une découverte quand je l'ai écouté, pour moi c'est vraiment une pépite, c'est là clairement, et je pense qu'il est dans dans mon top 15 d'albums ever, parce que c'est vraiment quelque chose qui me met la banane à chaque fois que je l'écoute, et après tout, est-ce que c'est pas pour ça que la musique existe? Hop, on va passer sur un groupe qui malheureusement fait un petit peu l'actualité pour des raisons bien tristes. Je vais vous parler évidemment de Mastodon, qui viennent. D'ailleurs, on va dédier cette vidéo à Brett Hintz, hein, parce que partir si vite, malheureusement fauché dans un accident de moto, il n'y a rien de plus triste. En plus, à l'âge qu'il avait, beaucoup trop jeune, enfin même s'il n'y a pas de bon âge pour partir, dirons-nous, mais bon, c'était l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de mon aventure avec Mastodon, parce que c'est un groupe que j'ai découvert assez tôt dans mon apprentissage musical, dirons-nous, et j'ai craqué avec leur première personnalité. Ce que j'aime beaucoup avec Mastodon, c'est que c'est vraiment un groupe qui a beaucoup de facettes. C'est vraiment un espèce de petit diamant, des fois très brut, genre vraiment des fois il faut creuser un petit peu. Bah, je pense au premier album qui, alors là, était vraiment post-hardcore, très chelou. Si vous voulez quelque chose qui rentre dedans, c'est ça qu'il vous faut. Là, je suis en train de regarder, c'était en 2002, donc c'était Remission, le premier album. Et là ça pue la violence. Si vous aimez bien les trucs à la Converge, etc., là, vous allez retrouver vraiment un état d'esprit qui a un petit peu disparu avec la suite du groupe, hein, clairement. Moi, j'ai découvert avec le deuxième album qui s'appelait Léviathan, qui était vraiment une tuerie, parce qu'en plus déjà c'était un album concept qui était basé sur l'histoire de Moby Dick, donc je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils viennent avec leur truc là? Et en fait l'album est ouf, et c'était déjà un premier pont entre le post-punk des débuts, et même si Mastodon c'est toujours un petit peu inclassable, hein, parce qu'ils sont capables de vous faire du gros post-hardcore qui tâche, et au milieu vous mettez un espèce de riff country un petit peu déformé. Bon, tu voyais que justement Brett Hintz et Killiger, ils avaient toujours un sens de la composition assez perché, mais c'est ce qui fait aussi l'identité du groupe, c'est que il y a leurs influences, encore une fois, un peu comme tout à l'heure avec Tyler, qui viennent vraiment imbiber leurs morceaux, et ils sont capables de. Enfin, ils se mettent pas de limites, et c'est ça qui est chouette aussi, et qui fait que le groupe est un petit peu différent des autres et de ce qui peut se faire. Donc, ouais, Léviathan, c'était vraiment une tuerie. C'est 2004, je crois, et ça avait déjà commencé à faire un petit peu parler d'eux, même si c'était encore assez underground. Là, je vous ai pris l'album d'après, donc c'est le troisième qui s'appelle Blood Mountain, et là pour moi, ça a été vraiment. Là pour moi, ils avaient vraiment mis un pied dans la cour des grands, parce qu'ils ont commencé à faire des titres vachement plus prog dans l'image, dans l'idée, dans la composition. Et là, on a un des tubes qui est pour moi une de mes chansons préférées de Mastodon, qui est Sleeping Giant. Là, je vais vous mettre des extraits. De toute façon, on sait qu'on va se faire démonétiser. Et puis, de toute façon, on s'en fout. Là, on est là pour partager, passer des bons moments. Et puis, balèque du reste. T'inquiète, voilà, ça y est, il faut dire les choses. Donc là, c'est vraiment l'album qui, pour moi, est la balance entre avant le côté underground et tout. Et alors là, ils vont commencer à exploser. Ça va être encore plus vrai avec l'album d'après. Celui-ci, vraiment, je vous le conseille pour vous mettre un peu dans les racines du mal. Même si celui d'avant, Léviathan, est très intéressant aussi, parce qu'encore une fois, avec le côté concept album, ça peut aussi vous plaire. N'hésitez pas, je trouve que c'est une doublette qui se fait très bien d'ailleurs, le Léviathan et le Blood Mountain après. C'est vraiment un duo d'albums qui va très bien, et avec le troisième qui est vraiment la cerise sur le gâteau, qui est Crack the Sky. Je crois que ça doit être 2009 ou quelque chose comme ça. Et alors là, là ils ont tout pété, ils ont pété les records. Là, ils sont vraiment devenus plus qu'international, ils sont devenus vraiment genre semi-tête d'affiche. D'ailleurs, de mémoire, c'était aussi à cette période-là où ils ont commencé à embarquer en tournée avec Metallica, qui eux avaient sorti leur Death Magnetic. Donc bon, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, quand ils sont arrivés, quand on arrive à faire des tournées avec Metallica, bon tu sais que ça y est, ta carrière elle est quand même bien lancée, quoi. Alors j'ai suivi jusqu'à l'album d'après, qui s'appelait The Hunter. Voilà, il n'y a pas de coïncidence, qui devait être au début des années 2010-2011, quelque chose comme ça. Et malheureusement, là ça partait déjà en truc assez psyché pour moi.
La prod était totalement différente de ce que j'avais connu et j'avais eu un mal de chien à accrocher. Il y avait des chansons qui étaient excellentes et d'autres que je trouvais un petit peu plus de remplissage dans The Hunter. Donc c'est quelque chose qui m'avait un peu refroidi sur le groupe et j'avoue qu'à partir de ce moment-là, ouais, moi je fais pas partie de l'équipe qui dit ah bah ça y est, il y a eu une tragédie, oh bah ils étaient incroyables, ils étaient formidables, j'ai toujours aimé, oh là là, je vais me faire tatouer leur visage, leur trombine sur le... Non, là, moi clairement après 2011-2012, j'ai vraiment lâché, j'avais du mal un peu à reconnaître ce que j'avais bien aimé de prog, etc. Après, bon voilà, hein, il y a des virages musicaux et des voyages aussi musicaux qui font que des fois nos goûts changent, etc. Et par contre, suite à la fameuse tragédie, notre bon Brent qui a foutu le camp, je me suis penché sur les albums plus récents et notamment, donc là je regarde parce que comme je vous le dis, c'était un album que je ne connaissais pas, Emperor of Sand. J'ai pris une méga claque. Et en fait, ils sont devenus vraiment tout ce qui était Blonde Mountains et vraiment cette essence de un tout petit peu psyché, mais surtout très progressif, avec des chansons très longues, avec pourquoi pas des passages acoustiques par moment et tout. Et alors là, j'ai retrouvé des dingueries. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça se trouve, j'ai écouté après The Hunter, c'était un peu le creux de la vague, et j'ai cru que ça allait rester comme ça. Et bon, j'ai été bête, écoutez. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. On peut avoir aussi des regrets dans nos vies musicales et nos choix. Là, c'est vrai que j'aurais dû un petit peu creuser et écouter un petit peu à chaque sortie, ce que je n'ai pas fait. Et là, je suis en train de prendre une méga claque. Emperor of the Sun, ça tourne en boucle en ce moment à la maison. Et si vous voulez vous faire un plaisir, puis lever un petit verre en honneur de Brent Hinds, il y a sur YouTube, vous allez trouver la chanson Jaguar God, qui est dinguissime. On est à presque 8 minutes de chanson. Quand je vous disais il y avait des côtés progressifs, ouais, je vous ai pas menti. Et là, en plus, vous avez le making-of de l'enregistrement de la chanson. Et c'est super touchant, c'est super beau. Ça fait vraiment mal au cœur de voir que des vrais originaux comme ça, des gars qui ont tout donné pour la musique et qui se sont investis. Quand on voit les témoignages de tout le monde a l'air de dire que c'était un gars incroyable, un vrai original, c'est souvent le mot qui revient. Et il était des fois dur, mais dans le bon sens, de toujours vouloir. J'ai vu une anecdote assez sympa avec Matt Effie de Trivium qui disait qu'au début, il pouvait pas blairer le groupe il avait craché sur Trivium et tout. Puis un jour, ils se sont retrouvés ensemble pour des festivals, etc. Puis de toute façon, c'était un peu la même époque où ils ont un peu
Glow Up, où ils ont vraiment commencé à avoir des beaux slots pendant les festivals, etc. Et ils se sont croisés 2-3 fois, puis un jour, en gros, il a croisé Brent Int en coulisses, puis ils ont papoté. Finalement, Brent Int, il avait une guitare acoustique, il a commencé à lui jouer une chanson qu'il avait écrite pour lui et tout. Et enfin, pour lui-même, donc. D'avoir partagé des trucs comme ça, en fait, il a chopé le respect, la confiance de Matt Effie. Enfin, Matt Effie a chopé la confiance de Brent Int, Sexo, et après ils sont devenus potes. Donc c'est ça aussi, j'aime bien aussi cette idée, tu vois, que pas forcément facile d'accès tout de suite, mais que tu as besoin un peu de temps pour te livrer, un peu vieux loup, comme ça, vieil ours. Et puis, j'ai pas arrêté de voir que des belles photos, que des bons moments de gens qui racontaient qu'ils avaient passé des moments incroyables avec lui, qui avaient le cœur sur la main et tout. Donc, malheureusement, on dit toujours, hein, c'est les meilleurs qui partent le premier. Donc, voilà. Petite pensée pour Brent Int, encore une fois, on lui dédie cette vidéo. Et allez écouter Jaguar God, franchement, j'ai pris une méga claque en ce moment. C'est vraiment la chanson du mois où je vais la passer vraiment en super boucle. En plus, ça a l'air d'être chiadé à jouer. Ça, par contre, ouais, c'est marrant, j'ai jamais vu de cover de Mastodon. Et je pense qu'il y a une raison. J'ai déjà regardé un petit peu des tabs, etc. Et ça a l'air d'être un enfer. Bah, de toute façon, quand on va tout de suite un petit peu dans le côté un peu plus prog et tout, c'est vraiment cool. Et puis en fait, il payait pas de mine. Il avait un peu un air de neuneu redneck qui profitait de la vie, quoi. Et en fait, ça jouait le feu derrière, quoi. Donc c'est bien. J'aime bien aussi quand les apparences sont trompeuses. C'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, ça c'était notre deuxième album, et puis voilà, petite découverte des groupes à chaque fois, hein, histoire de replacer un petit peu dans les contextes. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter. N'hésitez pas à mettre en commentaire si on parle d'albums que vous connaissiez pas, et grâce à ça vous avez pu aller jeter une oreille, et puis ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais n'hésitez pas à dire justement ce que vous avez aimé ou pas, c'est l'occasion de partager, et puis pourquoi pas si vous avez aussi des groupes similaires à me faire découvrir, bah, je suis largement preneur. Je dirais que Mastodon, si vous aimez bien Mastodon, allez écouter genre par exemple Clutch. C'est un petit peu moins connu, même si on est quand même sur des groupes qui ont fait leurs armes depuis bien longtemps. Mais là, très très fun. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, Clutch. Il y a plus d'albums, du coup un peu plus de déchets, mais par contre, pareil, les gars ont l'air super sympas. Ça envoie, le live, c'est bien énergique comme on aime. Des fois, des voiles un petit peu plus stoner, etc. quand même sur Clutch. Mais très 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 chouette. Hop, on va aborder un style qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne et qui pourtant est un de mes styles, j'allais dire, de prédilection à écouter plus qu'à jouer, aussi parce que c'est putain de dur. On va parler de power metal et on va parler d'un des groupes qui m'a toujours fasciné dans le power et qui m'a vraiment initié au power, c'est Stratovarius. Alors, ça a été un peu compliqué de vous choisir un album en particulier parce que en fait, il y a vraiment une période, un âge d'or de Stratovarius où ils ont sorti 4 albums super bons à la suite. Je crois que c'est entre 96 et 2002, c'est vraiment, je dirais même 2003, où t'as vraiment pépite sur pépite. Alors après, il y a toujours un petit peu de déchets, mais bon, c'est des gars qui ont... Donc on est un peu sur un mélange de néoclassique avec du speed metal. On a un peu le côté speed metal à la Halloween. Et à côté de ça, beaucoup de néo-classique parce qu'on a blindé, mais genre vraiment blindé de clavier. Et puis du clavier synthé bien marqué, qu'on entend bien électronique et tout. Beaucoup de jeux, là c'est assez intéressant pour les guitaristes solistes parce que beaucoup de duos avec des espèces de duels entre les guitares lead et le clavier. Clavier, ce qui sera vachement repris aussi dans un autre style avec Children of Bodom finalement. On va retrouver un petit peu cette dualité de combat, de combat métal avec, entre le clavier et le lead. Bon bah Strato pour moi c'est vraiment
on pourrait le résumer à une personne, c'est Timo Tolkki qui est vraiment le compositeur. À un moment c'était lui qui faisait tout, c'est vraiment parce qu'en live il peut pas, mais le gars à mon avis aussi un gros contrôle freak. Et je pense que s'il pouvait, s'il pouvait tout contrôler, tout faire, chanter, jouer et tout en même temps, il le ferait. D'ailleurs à une période il chantait même dans les tout premiers albums, dans les premiers il chantait aussi. Après ils ont quand même pris quelqu'un spécialisé, ils ont toujours eu des chanteurs de ouf en même temps pour chanter du power, vous imaginez les grosses envolées et tout. Alors Strato. Strato, je peux comprendre que ça disperse un peu la communauté parce que c'est des fois un peu auto-parodique sans le vouloir. C'est que déjà, il faut arriver à se bourrer des albums de power metal en entier. Je peux comprendre, au bout d'un moment, c'est quand même un style qui se répète un peu. Donc ça c'est clair. Après, les gars sont vraiment des gros virtuoses. Ça joue, mais genre à Timo Tolkki, c'est vraiment un dingo. Pour moi, cet album-là, justement, c'est un petit peu le bon compromis parce que c'est celui qui est plutôt bien calibré. On n'a pas encore trop de titres. Il est assez varié, bien que, bon, on reste quand même toujours un petit peu dans les mêmes recettes. Là, tout à l'heure, je parlais de la période d'or où il y a eu tout eu. Donc là, on est sur Vision, mais il y a eu aussi Destiny et Infinite. Souvent, en gros, ça alterne entre gros riffs genre à 2000 à l'heure avec des parties clavier, des gros solos, des montées. Voilà, pour le coup, on est vraiment sur des grosses montées de gamme et tout. Et des breaks acoustiques ou alors intro acoustique, après riff rapide. Et bon, c'est toujours un petit peu les mêmes schémas. C'est pour ça que je pense que c'est difficile d'écouter plusieurs albums l'un après l'autre. Après, si vous aimez bien, moi c'est pareil. Moi ça me fait pas peur, mais je comprends que ça puisse rebuter au bout d'un moment et qu'on se dise putain, mais je l'ai pas déjà écouté celle-là. Et là c'est un petit peu ça. Vous avez des titres un peu plus hard FM même de temps en temps. Genre là je pense vous avez un titre un peu mid-tempo qui est la première chanson de l'album, le Kiss of Judas, qui est très chouette, assez pareil, un peu cliché, vous imaginez un petit peu les ventilateurs dans les cheveux pendant les phases de solo et tout. Mais moi c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose que je trouve assez pareil, good vibe, parce que bah, c'est du power metal, c'est épique, on s'y met, on a l'impression d'être dans des grandes batailles, etc., de vivre des belles choses, même si des fois ils arrivent aussi, c'est ce que j'aime aussi avec Stratovarius par rapport à d'autres groupes de power, c'est qu'ils ont un petit peu plus, ils ont une palette d'émotions un petit peu plus étendue que certains groupes qui font un petit peu toujours la même chose. Là on a aussi des chansons assez mélancoliques et tout, pas forcément dans cet album-ci. Si vous voulez vraiment écouter par contre une chanson un peu plus rapide et avec un petit peu tous les ingrédients, genre ce serait même la recette du power metal, bah pour moi c'est le titre emblématique de cet album et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, c'est Black Diamond, qui est vraiment bah il y a tout, il y a le refrain catchy, il y a les duos justement entre les leads et les claviers, il y a vraiment les paroles qui restent en tête. Enfin, c'est vraiment sans faute quoi. Après je peux comprendre aussi qu'on trouve ça un petit peu niais par moment. Ça m'empêchera pas de dormir si vous le pensez. Ce qui était fun, et ça va être un petit peu aussi des fils rouges des épisodes de ce genre, c'est que moi, il y a plein de groupes comme ça que j'ai découvert par des magazines finalement, parce que moi j'ai découvert avec l'album Element, donc c'est un duel d'albums, donc Element Part 1 et Part 2 évidemment, que j'avais découvert dans des samplers de magazines. Donc on était, donc là on reprend notre petite navette, j'allais dire navette vers le futur, ça ne veut absolument rien dire. On prend un petit peu notre machine à voyager dans le temps et on revient à petit ado Tonton Hunter, puisque j'ai découvert ça en 2003 en fait, en achetant tout simplement un magazine que j'adorais à l'époque et qui n'existe plus, il me semble, aujourd'hui, qui s'appelle Hard and Heavy. Et je me souviens encore, d'ailleurs, j'ai été retrouvé, parce que j'ai quand même recherché un petit peu les dates, etc., pour pas trop vous raconter de bêtises. J'ai retrouvé le sampler d'époque où j'avais découvert plein de groupes dans The Gathering, qui est assez cool, un groupe hollandais qui est assez peu, un peu plus de gothic metal, qui est pas très souvent cité, mais qui est très agréable. Il y avait Morning Beloved, qui était avec des riffs ultra lourds et tout. Ça c'est pareil, c'est grâce aussi à des magazines comme ça. D'abord dans un premier temps Hard and Heavy pour moi, donc là on est quand même, il y a plus de 20 ans les gars, parce qu'on est en 2003 quoi. Donc ça ne rajeunit pas, le tonton était tout jeune ado. Et ouais, je me rappelle que j'allais chez le marchand de journaux acheter mes Hard and Heavy et tout. Et après, 2 ou 3 ans après de Hard and Heavy, j'ai fini par découvrir Metallian. Et là, je me suis même abonné plusieurs années. Et là, c'était encore un peu plus underground. C'était vraiment. Il y avait quand même pas mal de black metal à l'époque, pas mal de black death, etc. Et j'ai découvert plein de groupes grâce à ça. Donc je sais que Metallian existe encore. Et je pense qu'il doit y avoir encore des samplers, bien que je suis pas sûr, parce que... Est-ce qu'il y a encore des trucs avec des lecteurs CD, tout simplement? Ça me fait chier de dire ça. T'es trop vieux pour ces conneries. Ouais.
Non, mais je peux vous dire qu'à chaque fois, tous les mois, quand je. Enfin, quoi que Metal Lion, je sais plus si c'était tous les mois ou tous les trimestres, j'ai un doute là d'un coup. Mais à chaque fois que je recevais mon magazine avec mon sampler, bah, j'étais toujours super content. Et donc j'avais découvert, c'était un titre donc, de Element Part 1 qui s'appelle Find Your Own Voice. Et à l'époque, j'avais jamais entendu un groupe jouer aussi vite. Et cette chanson, elle m'a hanté pendant des années parce que après j'avais paumé le sampler et j'arrivais plus à retomber sur le nom de la chanson. Et vu qu'ils ont été assez prolifiques, dirons-nous, en sortie d'album, j'ai mis un temps de fou à l'époque où en plus bah, j'étais pas encore très très doué sur internet et tout. Et puis il a fallu déjà quelques années avant que j'y ai accès parce qu'il y a eu une période où on n'avait pas accès à internet chez soi, ou pas tous, ou pas beaucoup. Et je me rappelle que le jour où j'ai retrouvé l'album et surtout la chanson Find Your Own Voice, je vais vous en mettre un petit bout d'ailleurs parce que même si elle n'est pas sur l'album que j'ai choisi, du coup ça fait encore une cohérence incroyable. Mais c'est vraiment une chanson qui m'a marqué et ça a été vraiment ma porte d'entrée vers le power metal. Et après, grâce à mon pote le Duc, que je salue, j'ai découvert un de mes autres groupes fétiches de power qui est Rhapsody. Maintenant, je sais plus, à un moment c'est devenu Rhapsody of Fire, puis finalement seulement Rhapsody, puis finalement Lucas Turilli, je sais plus quoi. Enfin, il y a eu des micmacs de noms. De toute façon, dans les groupes de power, c'est souvent ça, c'est souvent des gars avec des gros égos, hein, il faut pas se cacher. Et bah après quand t'es virtuose et tout, à mon avis, je sais pas, tu dois péter des fûts. Tu vois, en fait, on est bien à pas savoir jouer. C'est peut-être pour ça, je me sens bien. On va essayer de pas trop bosser, hein, parce qu'il manquerait plus que ça nous arrive, on aurait l'air con, quoi. Donc voilà, c'était Stratovarius. N'hésitez pas à me dire ce que... Surtout, ce qui pourrait être très intéressant, c'est si vous connaissez vraiment pas beaucoup le power metal, parce que je sais que c'est un style qui est pas finalement si répandu que ça, même si en ce moment je sais qu'il y a plein de trucs qui cartonnent, notamment le dwarf metal. Là. Je suis allé à l'Alcatraz il y a quelques semaines et il y avait le groupe Windrose ou quelque chose comme ça, et ils étaient habillés en nain de Warcraft et ils faisaient du power et tout. Et en fait en live c'était moins bien que ce que j'avais entendu par-ci par-là. Mais bon, ouais. And you have my bow. And my axe. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes non seulement pas fan, mais si vous connaissiez très peu ce genre-là, allez jeter une oreille et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement ça m'intéresse. Alors là on passe sur le black metal, et ça c'est un album qui m'a fait plaisir, et encore une fois c'est un peu un diptyque, et je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là on est sur Immortal, je sais pas pourquoi je vous montre la tranche, c'est vachement intéressant comme image. Déjà ça, de toute façon en plus je sais que je vais vous mettre des inserts parce que bah évidemment il n'y a pas beaucoup de lumière dans le studio, quoique là on le voit, waouh. En plus là pour le coup ça vaut le coup parce que la pochette est magnifique. D'ailleurs Cocorico, si vous ne le saviez pas, certaines des pochettes d'Immortal, dont celle-ci, ça a été fait par un Français. Je vais essayer de pas écorcher son nom, c'est Jean-Pascal Fournier, d'ailleurs qui a bossé avec d'autres groupes, notamment Dragon Force, Edguy, Avantasia aussi, qui était un groupe aussi plutôt un petit peu power. Donc comme quoi il a fait dans plusieurs styles différents, ce qui est marrant, c'est Dragon Force et Immortal, on n'est pas vraiment dans la même zone de la force, tu vois. Là, bah clairement, le black metal, Immortal, Abbas, Demonaz, vraiment des pionniers du genre. C'est un groupe norvégien qui a vraiment marqué. Alors là, vous avez la super. Celle-là, je vous la mets comme ça. Elle est incroyable. Bon, bah, qui a popularisé le maquillage de panda, évidemment. Et puis, moi, ce que j'aime avec Immortal, c'est que ça a été, à mon sens, les premiers à ne plus, ou ne pas, c'est un petit peu, il y a une petite distinction, se prendre au sérieux, qui ont été capables de dépasser les codes du style et à se dire fuck.
j'en ai marre que si j'enregistre pas mon album sur un micro pour enfants dans les en petit nounours là, et que je range pas mes guitares dans un grille-pain, on va dire non mais il est pas trou, il respecte pas les traditions. Et bah ouais en fait je pense qu'un jour il s'est levé, il dit les gars on ferait pas un album mais genre on essaie qu'il sonne bien. Oh, oh qu'est-ce qu'il dit? Oh l'hérétique, brûlez-le quoi. Non mais c'est bon, il brûlait déjà suffisamment de choses à l'époque avec Coucou Varg. Mais il y a vraiment ce côté sectaire de ah non mais il faut que ce soit true le black metal, donc il faut pas que ça sonne bien, il faut que ce soit enregistré avec les tripes, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'on écorche des gens. Et là vraiment cet album c'est aussi déjà un beau clin d'œil à Baphory parce qu'il y a vraiment des passages mélodiques incroyables, vraiment des envolées que tu t'attends pas à avoir encore plus sur un disque d'Immortal parce que jusque là ils avaient quand même pas fait preuve de finesse plus que ça. Donc là on est quand même sur le 5e album du groupe, on est sur 1999. Et ce qui est assez drôle, c'est pour ça que je me disais que je vais vous parler d'un diptyque, parce que ça aurait été plus simple de vous dire, ouais, bah, du coup l'album d'après, ils ont continué le pas vers la mélodie. Non. Eh ben non. Alors je sais pas si ça a été vraiment genre merde qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'ils se sont fait chier dessus? Apparemment pas trop, en plus ça a été plutôt bien accueilli par la critique, ce qui est assez rare parce que les critiques du monde black metal c'est un petit peu je sais pas, vous imaginez vous faites un public avec des taxis parisiens, genre de personnes très aimables tu vois, ou des trucs comme ça, et tout le monde est comme ça et attend que tu sortes ton album et ils font quoi, qu'est-ce que t'as fait, quoi, tu t'es accordé, pourquoi t'as fait ça, putain, tu sais les calottes derrière les oreilles. Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. Et vraiment, là, je dirais même, des fois, t'as même des instants un petit peu prog, oh, et des fois un petit peu trash, oh, et ils ont essayé plein de trucs, des trucs de ouf. 6 chansons, 46 minutes, pour un groupe de black, je dis quand même bravo. Ils ont pas tapé du blast beats tous les 4 secondes. Joli, non, franchement il y a effort, il faut dire ce qui est. Et ce qui est drôle, comme je le disais avant, c'est que l'album d'après, tu te dis bon bah voilà, ils ont mis un pied dedans, ils vont prendre goût. Eh ben non, l'album d'après c'est probablement la pire production de tout le groupe. L'album, je suis désolé, bah, il y a peut-être des fans, j'allais dire je m'en excuse, mais on va pas se mentir, il est dégueulasse celui d'après, il s'appelle Damned in Black. Il est sorti en 2000, donc vraiment un an après, et il est horrible, il n'y a rien qui va, c'est du blast beat du début à la fin, il hurle du début à la fin, limite tu perds tes repères, c'est un album offert aux gens que t'aimes pas, je sais pas, et le clivage entre les deux, il est fou. Et tu te dis, bon, bah, ils sont revenus en arrière, ok, finalement, je sais pas, sa copine l'a largué, il était malade, ils ont pas gagné d'argent, il était triste, et du coup, il avait plein de rancœur, et ils ont voulu, ils ont voulu crier leur haine au monde. Ok, admettons. Et genre, l'album d'après, et ben, genre, l'avant, c'est de ça, mais x2. Donc, ils sont revenus, mais genre, en une prod ultra propre, ultra moderne, ce qui était alors vraiment beaucoup. Là pour le coup cet album-là il est un peu plus décrié par certains fans. Là ça a été vraiment la scission quoi, ça a été vraiment non genre on vous connaît plus, t'as des baskets tu rentres pas tu vois. Donc là c'était vraiment donc c'est je reprends pour pas écorcher le nom, c'est Sons of Northern Darkness. Donc en 2002, et alors là franchement, pour moi c'est mon album préféré, mais je voulais quand même parler de celui-ci déjà parce que je préfère cette pochette-ci, et puis les passages, je crois que c'est Solar, j'allais dire, oui, Solar Fall, qui est ma chanson préférée d'Immortal. T'as vraiment quelque chose de grand, ça me fait penser à un jeu vidéo, allez. On va faire des petits ponts, des petits parallèles. Ça me fait penser au jeu Shadow of the Colossus. Des fois, on a l'impression d'être vraiment dans des longues landes, voire oui, un petit peu Skyrim aussi, quand vous baladez dans les montagnes, mais genre pendant très longtemps. Un petit peu, vous avez l'impression que limite c'est le paysage qui vous regarde et tout, et il se passe des dingueries. Bah, c'est ça. At the Heart of Winter, c'est complètement ça. Et pour moi, le prolongement, Son of Northern Darkness, où là vous avez vraiment, bah là en plus il va y avoir des tubes, hein, Tyrant, One by One. C'est vraiment des folies, c'est des chansons qui sont encore jouées aujourd'hui. Donc à mon avis, il est vraiment... je pense qu'il s'est rendu compte que, ah ouais, bon bah voilà, j'ai composé mes meilleurs titres, bon bah maintenant on va les faire tout le temps parce que bon quand même. Et ouais, cette prod moderne et tout, c'était vraiment tout ce que j'attendais, tout ce que je pouvais rêver pour un album d'Immortal. Parce que c'est vrai que, en fait, il compose assez bien. Et il y a vraiment plein de choses assez intéressantes. Pareil, si vous voulez un petit peu suivre des albums qui ont connu un peu moins de succès, mais qui sont énormes, alors c'est un peu difficile à trouver parce que sur les moteurs de recherche,
etc. C'est super. Vu que c'est une lettre, ben souvent ça marche pas quand vous faites des recherches. Et c'est Abbat qui a sorti un album, je sais pas vraiment si c'est les prémices de son groupe solo, etc. Mais c'est l'album I. Voilà, il s'appelle I. J'essaierai de vous mettre des encarts, et pour moi c'est un des meilleurs albums de black metal de tous les temps. Et c'est un petit peu cette veine, on sent que tout le départ vient de là, vient de Heart of Winter, qui a été un peu concrétisé avec le Northern Darkness, donc avec celui de 2002. Et alors après, en fait, tu sens ça a mis une petite graine dans son esprit qui s'est dit, non mais en fait, faire des albums qui sonnent bien, avec des bons arrangements et tout, en fait c'est ça que je veux faire. Ben il a réitéré une ou deux fois l'expérience, et franchement je trouve que ça donne une dimension à sa musique et à ses capacités, parce qu'en plus il est pas mauvais ce con là, tu vois. Et en plus en live, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le côté je me prends pas la tête, je me prends pas forcément au sérieux, ce qui fait que bah, le gars il a l'air vachement libéré, tu vois. Il est libéré du poids des traditions. Ouah, ça y est, on dit on dit des belles choses. Mais c'est vraiment ça. Et je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, et c'est vraiment super chouette. Tu vois que le gars. Bah après, d'un côté, il faut aussi se dire qu'Abbas, il a quand même un tribut à Motorhead. Donc tu vois, il avait forcément l'esprit roots. Allez, on fait le rock'n'roll, tu vois. Donc. Tout était là, et puis de temps en temps, tous les fils se sont touchés, tout s'est éclairé, et il est arrivé à faire ce genre de petite beauté que je vous conseille. Allez, on va passer au dernier, et alors là, on va faire vraiment le grand écart niveau style, mais plutôt assez sévère, quoi. Hop, on va passer sur un petit vinyle. Et bon, on a déjà dédié cette vidéo à Brentins, mais on va la dédier aussi à une deuxième personne que vous ne connaissez pas, mais que je connais très bien, puisque c'est mon petit papa. Mon petit papa qui malheureusement nous a quittés plus tôt dans l'année. Et c'était un de ses albums fétiches, et c'est lui, c'est un petit peu aussi le départ de la passion du tonton. C'était quand il m'emmenait à l'école primaire, au collège, etc. Dans la voiture, il y avait du Scorpion, du AC/DC, du Saxon, etc. Et je sais qu'un de ses albums préférés de Hard, bah, c'était cet album. Donc là, on est sur Fly to the Rainbow de Scorpion. Déjà, la pochette bien colorée, bien psychédélique. Et ben oui, en fait, Scorpion, ça a été un groupe avec des excellents guitaristes, pas que de rock FM. C'est vraiment, c'est le deuxième album, et encore, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le premier finalement, parce que le premier, si vous le réécoutez, vous vous demandez vraiment si c'est Scorpion, si c'est le même groupe, quoi, parce que c'est complètement, déjà c'est assez barré, et puis musicalement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est difficile de retrouver vraiment ces petits, donc c'est Lonesome Crow le premier, si ma mémoire est bonne. Là, on est sur le deuxième, Fly to the Rainbow. Michel, on va l'appeler Michel, c'est mieux, c'est beaucoup mieux Michael. Michel Schenker, donc. Michel Schenker était déjà parti pour rejoindre UFO. Donc, il restait plus qu'un des frères Schenker, en la personne de Rodolphe, qu'on pourrait appeler Robert. Robert Schenker. Robert et Michel Schenker ont un fils. Je rigole de ma propre connerie, c'est parfait. Donc là, on est sur 1974 ou 74 selon votre côté de la frontière. Oui, j'ai piqué ta catchphrase, Alex, mais je trouve qu'elle est bien. Donc là, on est vraiment encore sur une période rock psyché. Le deuxième guitariste n'est autre que Uli Jon Roth, qui est un virtuose, encore une fois. Quand vous voyez cette dégaine de Baba Cool fun, qu'il a gardé d'ailleurs jusque maintenant, gros fan d'Hendrix, et aussi très initié à la musique classique. Tout ça, ça s'entend dans son jeu. Il est capable de te faire aussi bien des trucs limite un peu à flamenco, un peu hispanisant comme ça, au beau milieu d'un morceau. Vraiment très chouette. Dans cet album, on a des chansons qui vont quasiment jusqu'à 10 minutes. La chanson Fly to the Rainbow notamment. Là, on a vraiment un côté Scorpion qui va malheureusement disparaître par la suite. C'est les côtés, on fait des compos super longues, mais genre très inspirées. Le niveau de guitare, il est genre 3 fois supérieur. Vous prenez les 15 dernières années de Scorpion et les 5 premières, en fait, le niveau, ils ont fait l'inverse de tout le monde. Leur niveau au début, il était 3 fois meilleur que celui de la fin. C'est un petit peu étrange. Bon, après, l'âge n'aide pas, évidemment, mais même avant qu'ils aient vraiment de l'âge, il y a même des morceaux que je suspecte qu'ils sont pas faits en live, non pas parce qu'ils veulent pas les faire, mais parce qu'ils savent plus, quoi. Donc après, voilà, on ne peut que respecter leur immense carrière, ça c'est clair. Bon, un peu moins leurs 15 tournées d'adieu, hein, qui ont plumé des centaines et des centaines de fans. Mais bon, je digresse. Il y a un tube, sur celui-ci, il y a un tube qui laisse un peu présager de la suite, c'est Speedy's Coming, je crois la première de l'album d'ailleurs. Yay!
Là, vous avez vraiment la voix classique de Close Mine, et puis vous avez un riff très accrocheur. On n'est pas encore dans du FM comme ça pourrait être le cas pour plus tard, mais on sent déjà qu'il y a des graines où, en gros, ils sont déjà en train de comprendre la recette pour faire des tubes radio, quoi. Alors, ce sera pas le cas avec cet album-là, parce que clairement, là, ils sont vraiment pas encore connus. Il va falloir encore attendre un petit peu. Mais là, vous avez des morceaux où ils sont encore capables d'aller vraiment dans le prog et de se faire plaisir, tout simplement. Vous avez la chanson Drifting Sun. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas Close Mine qui chante sur cette chanson, c'est Uli John Roth. Ce qui est assez rare pour être souligné, mais si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez que dans les chœurs, il y a quand même Close Mine, et franchement, ça s'entend. D'habitude, les chœurs sont un peu noyés, surtout sur les trucs un peu psychés, etc. Il y a tellement de pistes que vous n'entendez pas forcément. Et en fait, il a un timbre de voix tellement, tellement à lui, et tellement sa patte, que si vous tendez juste un tout petit peu l'oreille, vous allez entendre, ah oui, là derrière, il y a Close Mine avec sa binouse. Je sais pas s'il y avait une binouse, mais on n'a qu'à dire que si, s'il est avec Robert et Michel Schenker, il avait une binouse, logique, quoi. Bah ouais, logique. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, album mythique, vraiment pareil, les racines du groupe, même si après ils ont quand même tourné vers quelque chose d'un peu plus mainstream, hein, évidemment. Là, on disait qu'on allait aller sur des groupes mainstream, la Scorpion, j'avoue, c'est là quand même. Après, ça va donner des lives de fou. Je pense notamment à un des préférés de la plupart des fans de la première heure, c'est l'album Tokyo Tapes, donc un live au Japon, avec notamment les titres de Flight to the Rainbow qui sont vraiment exécutés à perfection et tout. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est que c'est pas un live qui m'a fait bander. Parce que pourtant j'adore cette période, mais j'ai une petite Madeleine de Proust avec le World Wide Live qui est beaucoup plus récent. Lui, je trouve que c'est peut-être, je veux pas dire de conneries, mais je dirais bien 5-10 ans plus tard. Et il y a un petit peu plus de tubes, c'est vrai. Mais les tubes de Scorpion, on les aime bien. Et c'est une petite Madeleine de Proust, encore une fois. Je me revois dans la voiture de mon papa avec le best-of Scorpion dedans. Et donc tout ce qui est Make It Real et tout. Bad Boys Running Wild. Et une de mes chansons préférées de Scorpion qui s'appelle Coming Home. Qui est la parfaite pour moi, une des parfaites chansons pour débuter un concert, quoi, parce que tu as vraiment une progression dans la composition qui est vraiment très cool. J'avais envie de parler de jeu de ce groupe parce que c'est un groupe qui m'a marqué, qui m'a même fondé, je sais pas, vraiment les racines du tonton. C'est quelque part un album de transition parce qu'au fur et à mesure ils vont perdre cette fougue un petit peu progressive et un petit peu plus vraiment très hard rock, même si elle va revenir par-ci par-là. Il y a des trucs, il y a des petites pointes dans Face the Heat, etc. où de temps en temps ils vont se permettre des riffs un petit peu similaires. J'adore aussi l'album d'après qui sera In Trance, qui pour moi la chanson In Trance c'est une des meilleures de Scorpion, si ce n'est la meilleure. Après vous allez retrouver aussi, c'est ça que j'aime bien, je vous parlais de Speed is Coming, qui est vraiment un peu une base de ce que va devenir le groupe après. Et si vous écoutez la balade Fly People Fly, là en fait on dirait que même en l'enregistrant ils ont tout compris, ils se sont dit ah putain mais en fait on va peut-être être connus grâce à ça. Et bon après on sait qu'ils useront et ils abuseront d'un petit peu de cette recette un peu cliché, mais bon des précurseurs quand même, des gars qui ont été bons en live quasiment toute leur carrière, qui ont pas pondu tant des troncs que ça, même dans des... Bon, je crois que c'est l'album Unbreakable ou un truc comme ça dans les années 2000. Mais bon, les années 2000, ça a été dur pour beaucoup de gens. Hein. Donc je crois que ça doit être 2003, 2004 ou 2005, dans cette période-là. Celui-là, il y avait quand même pas grand-chose à sauver. Mais même dans des plus récents, je me rappelle de Sting in the Tail, qui était pour moi vraiment un album de rock. Voilà, il faut pas se dire hard ni rien, il y avait pas grand-chose de hard, mais par-ci par-là, il y avait quand même un ou deux riffs un peu plus puissants. Et c'est un album que j'ai adoré, que j'écoute encore de temps en temps. Encore une fois, il y a le côté Madeleine de Proust, mais pas que. Je trouve qu'il y avait vraiment des belles compos sur cet album. Alors bon, je pense qu'il est temps pour eux de raccrocher. Et voilà, on pourra les applaudir bien fort et dire bah voilà les gars, franchement vous avez fait partie de l'histoire du rock, vous avez probablement aidé à concevoir des tas d'enfants, bravo. Et puis mon grand regret c'est que je les ai vus plein de fois et que j'ai dû les voir, je sais pas, au moins 7-8 fois, je dirais facile. Et cette liste a pratiquement jamais varié, quoi. Et quand t'as autant, je vais vous mettre l'insert parce que je vais recompter, mais quand on a autant d'albums et autant de bons albums, comment on peut putain de jouer toujours la même chose, quoi. Alors qu'il y a, mais en plus même dans les tubes, il y a moyen de se renouveler et ils le font pas, quoi.
Et ça a toujours été un truc qui m'a saoulé. C'est que les gars, ils ont un matériel musical de dingue. Ils étaient encore, je parle du début, allez, dans les années 2010, etc. Ils étaient encore très très bien. Ils avaient encore de la voix, ils avaient tout. Il y avait James Kotak à la batterie, pareil, qui nous a quittés malheureusement, qui était une attraction à lui tout seul. Même si, bon, ils ont récupéré Mickey D, on va pas cracher dans la soupe. Mais bon, même si j'ai pas trop compris le délire, bah, je m'attendais pas à ce qu'il aille dans un groupe aussi soft, entre guillemets. On parle quand même d'un gars capable de jouer du Merciful Fate et tout, hein, donc et, bon, quand t'entends Overkill, etc., même si c'est pas lui qui l'a composé, il a joué en live et tout, enfin voilà. Bref, petite digression encore une fois. Voilà la fin de notre petit épisode. Je pense qu'il est déjà 44, tu vois, on a 44 minutes, on a dit qu'on allait faire sous la barre des 45, on va réussir, parce qu'il y aura, à mon avis, pas de cut, une prise. Pas de notes, vous m'avez vu juste pour les petites dates de temps en temps. J'espère que ce format il vous plaît, parce que moi j'aime bien aussi partager ça avec vous. C'est des moments que j'aime bien, que je chéris, que je mets dans ma petite poche après, que je... Voilà. Quand je croise certains d'entre vous, me disent ah bah justement j'ai écouté ce que tu avais dit et tout, j'ai écouté l'album dont tu parlais, ah bah tiens moi ça. Voilà, finalement, est-ce que c'est pas pour ça Internet, pas se prendre la tête, pas rager pour rien, ça sert à rien, et puis juste partager des bons trucs, partager des bons souvenirs, partager des bons moments. Voilà, c'était Tonton Hunter, j'espère que cet épisode de disque culte avec Tonton vous a plu, et on se voit bientôt pour du matos, pour des vlogs, pour... on sait pas, on verra. Allez, ciao.